Au départ, on veut ouvrir un restaurant à Paris qui fasse venir du coup tout Paris à lui. Quand je dis que je fais des burgers, j'ai toujours un peu un espèce de pincement, tu sais, je le dis sans le dire. Parce que je sais que dans 90% des cas, les gens ils vont faire « Ah ». Et à un moment, on lève la tête du guidon et on réalise qu'on a genre 4 ou 5 PNY dans 1 km² de Paris. Et c'est là où on se regarde et on se dit « Mais en fait, peut-être qu'on tient quelque chose ». Je pense qu'il y a cette espèce de fausse image qui colle à la restauration, qui dit que n'importe qui peut travailler dans la restauration. Et je pense que c'est faux. On était tombé sur un potentiel investisseur qui nous avait dit, en premier rendez-vous, il nous dit, franchement, entre des frites maison ou des frites surgelées, le client, il fait pas la différence. Ah oui, j'ai un peu tiqué. Mais je crois que quelque part, il y a aussi la peur de réussir. En tout cas, dans mon milieu social, je l'ai vu, des gens qui se sont auto-fermés des portes. Parce que quelque part, même si c'est difficile, c'est confortable de rester là où t'es parce que tu connais. Sur tes parents, que tu veux les rendre fiers et tout. Est-ce que tu penses que tu les rends fiers aujourd'hui ? En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. J'aurais jamais fait un à Paris. J'ai fait juste celui de Lyon et tout. Tu me conseilles où à Paris ? Ils sont tous bien. T'es dans quel coin ? T'es ici ? Non, moi je viens de temps en temps. Ouais. Mais quand tu te bases où ? Enfin, quand t'es à Paris ? Bah, ici, ouais, ça arrive de temps en temps pour les studios. Ici, le plus proche, c'est rue de la Gaîté. Ok. Qui est très bien. Très, très bien. Je vais pas me dire le contraire. Ok, non, mais trop bien. D'autant que ça enregistre, je vais pas dire... Ah bah oui. Non, rue de la Gaîté, c'est insalubre, il faut pas y aller. Ok, trop bien. Bah bonjour, Graphie. Bonjour. Ça fait une heure qu'on parle. Institutionnel. Trop content de te recevoir, comme je te disais en off. Bah, gros kiffeur de PNY, le Lyonnais en l'occurrence. Je t'ai vu aussi en interview, en conférence plutôt à Go Entrepreneur l'année dernière. J'avais trouvé ça assez cool de pouvoir te voir et ça m'a donné bien envie de faire cette interview. Comme les gens savent, comme tu sais sûrement, la première question que je pose à tous les invités, c'est comment est-ce que toi, à la troisième personne, tu te décrirais ? Donc, je t'en prie, tu peux y aller. Oui. J'ai fait mes devoirs, j'ai écouté un autre podcast, donc je suis préparée à la question. Ok, magnifique. Donc déjà, première chose, je suis studieuse. J'ai un côté bon élève, donc ça m'a beaucoup aidée. Il y a eu ce côté première de la classe qui m'a suivie très 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 longtemps. Et pareil avec PNY, avec mon associé, on a voulu rendre une sorte de copie parfaite. Voilà. Ensuite, l'autre chose que je dirais, c'est que je suis une bâtisseuse. Dans le sens où j'aime bien les idées, j'aime bien brainstormer, avoir plein de... Mais ce qui me fait le plus kiffer, c'est vraiment la transformation de l'idée dans le réel et de rendre les choses concrètes, possibles, rendre les choses possibles. Ouais, je pourrais dire que c'est mon motto. Tu vois, sur les deux notions que tu as données, il y a la notion de studieux et la notion de créatif, bâtisseur. Entre les deux, parfois, on a du mal à associer, je pense. Chez certaines personnes, on est soit l'un, soit l'autre. Comment tu arrives à faire le pont entre les deux, toi ? Ouais. C'est drôle parce que quand Rudy m'a... En fait, c'est Rudy qui m'écrit la première fois pour me dire est-ce que ça te dirait d'ouvrir un restaurant de burgers avec moi ? On se connaissait pas à l'époque et il me dit que c'est un pote en commun qui me met en relation, qui nous met en relation et ce pote en commun lui dit tu verras, elle bosse bien mais elle a des idées aussi. Et c'est drôle que tu relèves le côté un peu antinomique des deux. J'étais en train de meubler pour essayer de trouver une réponse à la question. L'anecdote est cool. L'anecdote est sympa et je pense que moi ça se joue très concrètement sur des créneaux horaires. Donc le matin très tôt, je vais plutôt être dans le monde des idées, très créa, je vais écrire, prendre le temps, etc. Mais dès qu'il est 10h, en gros, dès qu'il y a du staff qui arrive au resto, ça y est, je suis partie en mode machine, on enchaîne, on envoie. Ouais. Ok, carrément.
Hop, je vous arrête une seconde parce que dans En orbite, on parle souvent de vision, de croissance, mais on parle jamais du truc qui prend le plus de temps pour un entrepreneur, c'est la paperasse. Parce que perso, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur pour faire de la paperasse et de la compta, on le devient surtout pour faire son métier. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler d'un outil que j'adore, c'est Time. Time, c'est un logiciel de facturation électronique simple et 100% gratuit, mais surtout, ils sont absolument conformes pour la nouvelle réforme de facturation électronique qui arrive. Et ce que j'adore, c'est que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Soit juste pour la plateforme agréée pour recevoir tes factures électroniques tout en restant conforme, soit tu prends leur outil de devis plus facture 100% gratuit pour tout centraliser. Bref, t'as vraiment un côté tout en un qui est hyper cool avec de la facture fournisseur, du suivi, de la trésorerie, t'as même un compte pro intégré. Bref, ça permet de me libérer d'un des trucs les plus chiants pour moi, c'est vraiment la charge mentale. Ils sont 100% français, si vous savez depuis le temps que vous me suivez à quel point je donne du crédit à tout ce qui est beau et intuitif, bah pour le coup c'est vraiment le cas ici. Et visiblement ça plaît parce qu'ils sont à plus de 4,8 sur 5 sur 3600 avis. Je te mets le lien en description, tu peux commencer gratuitement et si tu veux tester leurs offres Start et Business, on te met 2 mois d'essai gratuit offert comme ça tranquillement. Bon voilà, je te laisse avec ton épisode, il est génial, à bientôt. Je le disais dans l'intro, d'ailleurs tu me coupes si t'as pas forcément envie de parler de ta vie un peu plus perso, etc. Je parlais de ta famille qui est venue du Sri Lanka. Oui. Je me suis noté que t'as été l'enfant un peu référente qui traduisait, etc. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, ce côté responsabilité aussi jeune? Oui, c'est en fait mon père est l'aîné de la famille, donc assez automatiquement quand il arrive en France, c'est un peu lui qui prend le lead de la communauté. Et donc moi je suis sa fille aînée. Il parle pas français, donc je me retrouve effectivement trimballée à la préfecture, enfin voilà, d'endroit en endroit pour simplement faire traductrice. Mais du coup, comme je fais traductrice, comme tu dis, je prends forcément la responsabilité. J'ai des adultes qui me parlent, qui m'écoutent, qui me transmettent des choses, même chez le médecin. On m'emmenait chez le médecin pour faire les rendez-vous et expliquer aux gens. Donc très vite, en fait, je deviens adulte très vite. Et ça, c'est sûr que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça aide. Il y a un côté où tout me paraît quelque part simple. Parce que depuis toute petite, je parle aux grandes personnes, je fais des choses où je parle à toutes sortes d'interlocuteurs. Et du coup, en grandissant, j'ai pas... Je réfléchis parce que tu poses des questions difficiles. En fait, souvent, quand tu deviens adulte, tu vas tu vas pas parler de la même façon à tout le monde. Ouais. Et moi, j'ai jamais eu cette peur-là. Donc très vite, avec Rudy, on est allé contacter la terre entière sans avoir peur on allait toquer, on était personne, on allait toquer à la porte du fondateur de chez d'Hippopotamus. Et comme ça, avec plein de gens, sans avoir cette peur-là de l'adulte. Ça te retire un peu ce truc d'inhibition, ouais. etc. Où t'as un rapport, je pense, à la légitimité aussi. Ouais. Qui est forcément différent, tu vois. Tu parlais moi j'ai intégré en intro le fait que tu avais fait HEC. Tu parlais de cette maturité qui arrivait plus tôt, mais aussi du fait que tu es issu d'une famille d'immigrés, ce genre de choses. Comment est-ce que ça arrive, cet écart entre t'es une petite fille qui s'occupe beaucoup de la famille, etc., à arriver l'école la plus prestigieuse qu'il peut y avoir en France? Je sais même pas, aujourd'hui, franchement, je sais même pas comment c'est possible. J'ai l'impression que c'est un conte de fées, cette affaire. Déjà, j'ai la chance, je nais et je vis dans une famille aimante. Donc, ok, modeste, mais j'ai vraiment une famille qui m'apporte tout, qui met l'éducation au premier plan. Pendant longtemps, mon bureau était la pièce de mobilier de la maison la plus grande qu'il y avait, quoi. Et je suis vraiment dans un environnement serein. On n'est pas du tout dans l'image de la banlieue cité où on est 50 dans une pièce et moi, c'était vraiment sacralisé. J'avais vraiment mon espace et me laisser étudier. Et il y avait vraiment autour de moi... très vite, les gens se rendent compte que je travaille bien, que je travaille bien pour ce côté première de la classe. Et donc, il y avait vraiment ce côté
elle, faut la laisser étudier, tu vois. Genre en mode, On la laisse faire, elle va y aller. elle va y arriver, elle va s'en sortir et ça sera la fierté du quartier, tu vois. Il y avait un peu ce truc-là. Et ça, être dans ce cocon, ça a vachement aidé. Puis, quand ma sœur va naître, ma mère a une espèce d'éclair de lucidité. Elle se dit, je peux pas élever 2 filles. On habitait Corbeil-Essonnes. Elle se dit, je peux pas élever 2 filles à Corbeil-Essonnes. Et elle décide de nous faire déménager dans la campagne, à l'époque. À l'époque, c'était la campagne, à Lieusaint, vers Melun. Et là, du coup, j'ai vraiment une enfance pavillonnaire où je continue à bien travailler. Mais ça reste la banlieue un peu lointaine de Paris. Et donc, tout le système de prépa, je connaissais pas. C'est arrivé, je pense, en première, où j'ai mon prof de maths qui m'en parle, qui me dit, mais tu sais, il y a un autre système que l'IUT, il y a la prépa, et je sais pas ce que c'est, mais j'ai hyper confiance dans ce prof, qui était notre prof principal à l'époque. Et je me dis, bon, bah, il veut que je fasse prépa, je vais faire prépa, je sais pas ce que c'est, je vais sur l'étudiant.fr, classement des prépas. Je prends le classement, je le rentre exactement dans l'ordre, dans mes vœux, mais sans me dire une seule seconde que quand tu viens de la banlieue profonde, cibler une prépa parisienne, c'est complètement lunaire. Enfin, tu vois, j'avais pas encore une fois, j'avais pas cette inhibition-là. Et en fait, il s'avère que je suis prise. T'as été prise où, du coup? Je suis prise à Saint-Louis, en internat en plus. Donc, vraiment, condition, encore une fois, royale. Encore un gros coup de chance. Enfin, tu vois, dans ma vie, il y a eu des... Bon, t'as été studieuse avant, Oui, quand même. oui, studieuse, mais je pense à toutes ces personnes qui font pas les bonnes rencontres au bon moment, qui leur dit... Enfin, tu vois, moi, ce prof, il me dit pas ça. Je pense que je suis à l'IUT, tu vois. D'accord. Mais moi, pour moi, il y a toujours le être là... Enfin, si t'as été là pour écouter ce prof, c'est que t'as fait en sorte d'avoir cette discussion avec lui, donc c'est aussi un peu à cause de toi. C'est de l'humilité, ça, c'est bien, mais il faut quand même être fier de je ce prends. qu'on fait. Je prends. Et donc je suis prise, et là je me retrouve dans un cadre idyllique, des profs incroyables, beaucoup trop à fond. Et là, vraiment, c'est l'ascension. C'est-à-dire que je commence avant-dernière du classement, et puis petit à petit, je grimpe. Et conditions idylliques parce que c'est une grande prépa, et en tout cas à mon époque, l'intégralité de la classe allait dans les 3 premières écoles. Donc, quelque part, tout le monde savait qu'il allait être... au moins dans les 3 premières, donc beaucoup d'entraide, et voilà, et au final, ça se tirait HEC, pas dans les quoi. pattes comme Non. dans d'autres prépas. Non, mais parce qu'il y avait cette confiance que de toute façon, tout le monde irait dans une bonne école. Donc, puis HEC, et puis voilà. Bah écoute, moi je suis chaud que tu nous parles aussi de HEC. Je sais qu'il y a tout un sujet qui viendra sur HEC, le parcours qui est un peu tracé quand on imagine cette école, alors que dans ton cas, absolument pas. Mais déjà, si tu peux nous raconter un peu comment ça se passe à HEC, comment tu y entres potentiellement. HEC, c'est sur concours. Donc, moi, je fais la grande école, et c'est magique, hein, t'es sur un campus, c'est des profs extraordinaires. Par exemple, une de mes matières préférées, c'est finance d'entreprise, et le bouquin qui fait référence en finance d'entreprise, c'est le Vernimène, écrit par Pascal Quiri et Yann Le Fur. Et tes profs HEC, c'est Pascal Quiri et Yann Le Fur, tu vois. C'est directement les mecs qui ont écrit le bouquin qui fait référence, tu vois, dans tout le pays. Ouais. On a cette chance-là qui est incroyable. Mais quand t'es étudiant, je pense que, en tout cas pour ma part, je ne m'en rendais pas autant compte. Enfin, c'est-à-dire que... T'es encore jeune, t'es insouciant. T'es super de ouf. C'est-à-dire que... Des fois, je me dis, j'aurais dû faire HEC, genre, après 2-3 années de vie pro, pour réaliser à quel point c'est
Enfin, du coup, ça aurait rendu concret. Ouais. T'aurais été marqué par la vie, tu vois. Ah oui, carrément. Non, mais trop bien. Avant d'arriver sur la création de PNY, tout le projet, etc., il me semble avoir noté que tu as une phrase assez philo sur risque-peur, liée à la notion de courage aussi, si tu peux nous en parler. Oui, parce qu'il y a... Je pense que évidemment, il y a la peur d'échouer, Ouais. mais je crois que quelque part, il y a aussi la peur de réussir. Ouais. En tout cas, dans mon milieu social, je l'ai vu. Des gens qui se sont auto-fermés des portes pour... parce que quelque part, même si c'est difficile, c'est confortable de rester là où t'es parce que tu connais, tu vois, t'es bien... Et personne t'en voudra si tu mais vas oui, pas... mais oui, exactement. Et des fois, j'ai envie de les secouer en disant, mais vas-y, pousse la porte. La vie, elle est tellement courte, ça permet de voir autre chose. Après, moi, je suis quelqu'un qui croque la vie à plein dents, donc je comprends que on puisse aussi être différent. Ouais. Mais du coup, toi, t'as eu besoin d'être secoué un petit peu ou c'était plutôt naturel pour toi de... T'as eu des moments où t'as secoué quand même de... Bah là, tu peux, en vrai. Alors, sans faire la psychologie de comptoir, moi, j'ai vraiment un gros truc où je veux rendre mes parents fiers. Et parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même sacrifiés pour nous, ils ont cumulé les jobs, ils ont quitté toute une vie en fuyant la guerre civile. Ils l'ont fait pour eux, évidemment, pour déjà rester en vie. Mais c'est sûr que à chaque fois, je m'imagine, ils avaient une vie toute tracée, ils ont fait des études, etc. Et du jour au lendemain, avec un simple vol de 12 heures, tu t'arrives dans un pays où tu parles pas la langue. Enfin, donc j'ai un vrai besoin de les rendre fiers. Et ça, c'est clairement mon moteur. Et donc, c'est mon coup de fouet à moi. À chaque fois que t'as besoin de te secouer, tu repenses à ça. Ouais, je suis là, bon, ok. Le mec a fait des ménages, j'y vais. Non, mais je comprends totalement. Moi, je sais que j'ai un peu ce truc avec ma maman et tout, mais ça te donne une vraie force, je trouve, une rage intérieure qui est assez folle. Tu parlais donc on parlait de HEC. On parlait du fait que HEC, déjà, t'adorais la finance. Malgré tout, t'as pas fait le choix d'aller en finance. Non. T'as pas fait le choix d'aller en conseil. Non plus. Si on fait des stats, je sais pas, peut-être 80% des gens font ça. Surtout quand tu viens d'une belle prépa où les gens se montent un peu la tête, etc. Toi, tu choisis d'aller dans le burger. Oui. Ça arrive à quel moment? Déjà, moi, je suis promo 2011, donc c'est une autre époque. C'est une époque où l'entrepreneuriat commençait tout juste à avoir le vent en poupe à l'école. C'était vraiment les carrières phares. C'était en effet finance conseil. Mais moi, j'ai toujours voulu monter ma boîte. À HEC, je fais d'ailleurs major entrepreneur. J'ai toujours voulu monter ma boîte parce que j'avais des espèces de rêves de grandeur. Dans le sens où quand tu vas en finance ou en conseil, évidemment, c'est des carrières magnifiques, etc. Mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait un plafond de verre, dans le sens où tu seras jamais le boss, tu vois. Ah bah ouais, mais si tu travailles à, je sais pas, j'ai une connerie à Goldman Sachs, c'est pas toi qui vas devenir CEO. Oui. Ou vraiment, c'est... Bon courage. Voilà. alors que dans ma tête, l'entrepreneuriat, ça permettait d'être... il n'y avait pas ce plafond de verre. Tu peux être ton propre boss et donc avoir les mains totalement libres pour modeler le réel à ta façon. Et ça, je trouvais ça dingo, quoi. T'avais des entrepreneurs qui t'inspiraient, parce que, tu vois, à ce moment-là, pour que tu puisses te figurer ça,
T'avais bien des modèles un petit peu qui Ouais. te parlaient? Ouais. Donc mes parents parlent pas français, enfin parlent pas très bien français. Du coup, à la maison, on regardait la télé indienne. Ok. Donc les infos indiennes. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans deux mondes en parallèle. Et en Inde, à cette époque-là, donc années 80, c'est vraiment l'époque des self-made men, des gars qui sont contrôleurs dans un bus et qui finissent milliardaires. Enfin, tu vois, c'était vraiment des histoires comme ça. Donc, j'ai toujours été baignée là-dedans. Surtout qu'il y a des sacrés entrepreneurs. Et puis quand Ouais. maintenant on voit que, je sais pas, sur toutes les grosses boîtes américaines, t'en as énormément des Ouais. CEO qui sont Ouais. d'origine indienne, c'est fou quand même. Ouais. Ouais, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a un gène. Non, mais c'est étonnant, tu vois. Ouais, bah ouais. Pourquoi il y en a autant? Mais je pense que c'est un truc, je sais pas, d'exigence qu'il y a peut-être dans cette culture ou alors, tu vois, l'ambition que tu décrivais et que certaines personnes peuvent avoir en France, elle se traduit peut-être pas pareil là-bas. Je pense qu'il doit y avoir des trucs où on se dit, en vrai, je peux y arriver et surtout, peut-être que la grandeur du pays, la population, etc., l'ambition, elle est décuplée à cette hauteur-là, peut-être aussi. Ouais. Je sais pas, je Oui, suis oui, pareil, c'est- psychologie de c'est- comptoir, mais Oui, bah, on a le droit, hein, c'est ton podcast, t'as le droit. moi j'ai le droit. Non mais oui, peut-être qu'il y a un truc. Mais je creuserai, je demanderai à Chat après. On demandera à chat, ça c'est la meilleure phrase, ça c'est la phrase de 2025, 2026 et 2027, je le précise. Non mais du coup, ouais, PNY, tu fais le choix de partir de HEC, d'aller là-dedans. C'est quoi le truc sur, ok, être entrepreneur, mais c'est quoi le truc du burger? Ah oui. Alors ça, c'est autre chose. J'ai aussi une vraie appétence pour le monde de l'hospitalité. Ouais. Donc, toutes mes premières idées de boîte, ça tourne toujours autour de l'hôtellerie, de la food, enfin, voilà. Et en fait, c'est Rudy qui me happe, quoi. Donc, il m'envoie ce fameux message. Salut, on se connaît pas. Est-ce que ça te dirait d'ouvrir un resto de burger avec moi? Ça lui sort d'où, le fait de te contacter de toi? En gros, lui, il voulait vraiment ouvrir un resto de burger et il en parle à la terre entière sur le campus. Alors, le campus est assez grand. On est genre 500 par promo. Mais du coup, à force d'en parler, il y a un pote à moi qui lui dit parlons à Gracie parce qu'elle veut monter une boîte et dans l'hospitality. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Et en fait, je lui réponds, écoute, on va peut-être commencer par prendre un café. On prend ce café et ça a été un fit immédiat. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, avec Rudy, j'aurais pu monter n'importe quoi. Parce que l'association passe bien. L'association est ouf. Et du coup, pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils se figurent bien, ceux qui sont jamais allés dans un PNY, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'idée le pitch du PNY? Le pitch de PNY, nous, on commence en se disant, on va essayer de servir les meilleurs burgers de la planète. Okay. Donc, on se dit ça. Et l'autre chose qu'on se dit, c'est pas forcément Au départ, on veut pas en ouvrir plusieurs. Au départ, on veut ouvrir un restaurant à Paris qui fasse venir, du coup, tout Paris à lui. Et on se dit que Paris, c'est une ville exigeante et que pour bouger un Parisien, faut vraiment rendre, ce que je disais au départ, la copie parfaite. Donc, on essaye de faire tout bien. Donc, le meilleur burger possible, le plus beau décor possible. Enfin, en tout cas, pour ce ticket moyen, ce produit, etc. Le meilleur service possible. Enfin, vraiment la copie parfaite. Et, du coup, ça marche. On a effectivement tout Paris qui vient à nous. Tant et si bien qu'à un moment, on n'arrive plus à servir tout le monde parce que la queue s'allonge de jour en jour et ça devient absurde. Et donc, à ce moment-là, je me souviens, je dis à Rudy, écoute, à partir de maintenant, je gère le resto, va en trouver un deuxième, parce qu'il faut désengorger, c'est pas possible, quoi. C'est ingérable. Du coup, on ouvre un deuxième resto, genre à 800 mètres du premier, rebelote sur le deuxième, on ouvre le troisième, et ainsi de suite. Et à un moment, on lève la tête du guidon, et on réalise qu'on a genre 4 ou 5 PNY dans 1 km² de Paris. Et c'est là où on se regarde et on se dit, mais en
en fait, peut-être contient quelque chose. Mais jusque-là, on était Il vraiment... semblerait. que- Ouais. Au bout du 50e, ouais. Tu vois. Mais vraiment, on était... Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'était les bébés entrepreneurs parce que on se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Aussi, on était au four et au moulin. Au bureau, il y avait il y avait Rudy, moi, une bras droit, et puis voilà. Et en fait, c'était tellement intense et dense que t'as pas le temps de prendre du recul et de te dire ah si, en fait, je suis en train de faire quelque chose. Ah oui, et puis aussi, nous, on est à une époque où la restauration n'avait pas été encore prise par les écoles de co qui font ça de façon structurée, machin. On est un peu les premiers là-dessus. Voilà. Tu vois, tu parlais de faire le meilleur burger. Pour moi, il y a deux choses avec ça. Déjà, premièrement, comment est-ce que vous avez fait concrètement pour sortir votre recette du meilleur burger selon vous? Et la deuxième chose, je me suis noté que dès les débuts, vous avez déjà des articles de presse, vous avez déjà plein de trucs qui parlent de vous parce que effectivement, vos burgers sont très bons et je valide. Pardon. Pas de souci. Et je valide vraiment. Mais du coup, une fois que t'as ça, est-ce que ça te fout une pression, ça te fout une rage en plus? Déjà, première question, comment t'as fait? Et deuxième question, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça... Sur comment on a fait, on s'est dit que le burger, c'est un produit d'assemblage et que donc, très mathématiquement, très logiquement, si chaque étage est bon, tu vois, normalement, on se dit que la somme devrait être bien. Donc, on est allé chercher le meilleur boulanger pour le pain, la meilleure viande possible. Enfin, vraiment, on a fait le taf ayatolesque de la recherche du produit. Sauf qu'en fait, en faisant ça, t'arrives à une situation où ton burger coûte cher. Dans le sens où, chez nous, un burger frites, c'est entre 16 et 20 balles, tu vois. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. 16-20 balles pour un burger, il y avait que McDo. Attends, j'ai envie d'éternuer. Vas-y. À l'époque, il y avait que McDo et compagnie. Donc, quand tu disais aux gens que tu vas d'ouvrir un resto où tu vas vendre des burgers 16-20 balles, les gens, ils comprenaient pas. Il n'y avait pas encore la vague du burger premium, Non, Big Fernand et non, compagnie. non, c'est de cette époque. On est de la même, si je puis dire, promo, tu vois. Et donc, en fait, à ce moment-là, avec Rudy, on se dit, non, mais les gens ont raison, c'est cher, mais on veut pas baisser la qualité. Donc, comment on fait? Et là, on a eu cette espèce d'illumination où on s'est dit, on va le servir en restauration traditionnelle. Donc, on va le servir à table. Donc, chez PNY, tu passes commande à table, t'es servi à table. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies. Vraiment une vraie expérience de restauration classique qui fait que l'espèce de problème du ticket moyen saute parce que payer 20 balles pour aller au resto, ça, pour le coup, les gens, ils sont complètement OK. Et donc, c'est pour ça que ce burger est servi dans un tel écrin. Ça vient de là. Ouais, c'est que tu peux amener des gens, tu peux faire plein de trucs et l'ambiance s'y prête, même si c'est un burger, tu peux faire un date, tu peux faire plein de choses. De ouf. Alors, je me suis noté, je savais pas du tout que ça avait existé. Un truc qui s'appelle Paris, Texas. Oh, yes. J'ai entendu dans le Oh yes, un truc qui t'a ramené dans tes souvenirs. Ah ouais. Tu nous racontes un peu, de ce que j'ai compris, ça a pas tant marché, mais si tu peux nous raconter. Tu peux enlever le temps. Ça a pas marché. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu l'échec que ça a été? Pourquoi ça a été un échec et tout? Oui. Donc, je crois que c'est au bout du 3e PNY, on se dit qu'on va ouvrir un autre concept, Paris, Texas, qui est un restaurant autour de la viande fumée. Donc, ça marche bien en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a de la fréquentation. Première année, on fait quand même 1,8 million, ce qui est énorme pour un resto de cette taille-là. Mais on fait vraiment une erreur de bleu. C'est on n'avait pas capté qu'une viande que tu fumes pendant 12 heures perd entre 50 et 75% de son poids. Sauf que nous, c'était pas du tout possible de doubler les prix. Voilà. Donc, on se retrouve avec un vieil effet ciseau où plus je faisais de clients, plus je perdais d'argent. Ah ouais. Non, mais l'enfer. Et donc, en gros, tout l'argent des 3 PNY était siphonné par le Paris, Texas.
Enfin, ça a été vraiment un moment super difficile dans notre histoire. Très vite, on le met en vente. Et heureusement, c'était bien situé, etc. Donc, on arrive à le revendre au même prix. Donc, ça permet de limiter la casse. Sur le coup, ça a été difficile, mais avec le recul, clairement, ça fait partie des expériences qui nous ont fait comprendre que Pieds Noir était une pépite. Parce que jusque-là, pour nous, c'était complètement normal de faire nos chiffres. Bah oui, un restaurant. Ouais, t'avais la vie en mode facile. Quoi, Oui, voilà. Ouais. Voilà. Et en fait, de voir qu'en fait, non, qu'un resto, ça peut planter, ça fait comprendre la valeur de ce que tu avais construit par ailleurs. Ok, mais d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, je t'ai dit Paris, Texas, Paris, New York et tout, je suis un ouf, il y a une question que je me suis même pas notée. Pourtant, c'est une des premières que je me suis posée. Et elle est hyper classique, hein, je sais, mais c'est pourquoi ça s'appelle Paris, New York. C'est la réponse est toute bête. C'est notre vol préféré. C'est juste ça. Donc ok, bon alors, on va essayer de pousser un peu le truc. Comment t'as le cheminement de te dire, ok, mon petit bébé, le truc que je vais créer, moi j'avais créé une entreprise depuis 10 ans, il faut que je trouve un nom stylé, c'est mon vol préféré. Après, on l'a post-rationalisé. Ok. La réponse des guts, c'était le vol préféré. Ouais. Et puis après, on s'est dit, mais oui, en fait, ça marche super bien parce que c'est le burger, c'est New York, machin. Et en plus, nous, on va le faire de façon très cuisinée, très léchée, etc. Ça, c'est Paris. Donc, t'as beaucoup de trucs qui viennent l'expliquer après. Notamment, le fait de prendre le temps. Ouais. C'est-à-dire que on a voulu prendre le contre-pied du fast-food, vu que chez nous, t'es servi à table, etc. Ouais. Donc, c'est un produit américain, donc New York, qui est pour nous le symbole des US. Et on l'a mis aux couleurs de Paris, qui est pour nous le symbole du fait de prendre le temps. Donc, chez nous, tu peux manger ton burger avec des couverts, un verre de vin, le manger pendant 1h58. Enfin, c'est vraiment... on laisse le temps au temps. Et y compris, on parlait tout à l'heure des ingrédients, mais par exemple, la viande, le bœuf, on lui laisse le temps de grandir, il est pas bourré aux hormones comme ça peut être le cas dans les fast-foods aux US. Ouais, le temps. Et le pourcentage de personnes qui disent PNY? Ah là là, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais tu peux dire ce que tu veux. Il y en a même qui disent PNI. PNI? Oui. Ah, c'est mignon. C'est mignon, t'as vu? C'est trop mignon. Ça pourrait être nom de mascotte, tu vois. Je te jure, je vais manger à PNI. Ouais. Tu parles depuis le début de la copie parfaite, du fait que vous voulez créer le truc, que vous êtes très scolaire dans votre approche, etc. Quand vous voulez scale, gros terme bien business qui va bien, quand vous voulez grossir et tout, comment est-ce que tu fais pour que chaque PNY qui se crée garde cette copie parfaite, Ouais. qu'il n'y ait pas une copie moyenne au milieu? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et la réponse qu'on a eue à ça, parce que on est... j'ai utilisé le mot ayatollesque tout à l'heure, c'est vraiment ça. On est des psychopathes, c'est-à-dire que on va demander 120% pour avoir 100%. Enfin, tu vois, un peu ce... Ouais. On est 15 ans après et je peux aller dans un restaurant et dire il manque la ciboulette. Tu vois. Et je pense que je suis toquée. Sur la ciboulette peut-être, après s'il manque un steak, bon, on comprend. Ouais, j'avoue. Et donc la solution qu'on a eue à ça, c'est de faire le maximum de promotion interne. Donc en fait, chez nous, l'extra devient serveur, il devient responsable de salle, qui devient directeur adjoint, qui devient directeur, qui devient formateur. Et en fait, le fait de faire énormément, quasi exclusivement de la promotion interne, tu t'assures de garder cet ADN, ce délire. Juste pour que les gens se repèrent, vous êtes maintenant à combien de restos, situés comment, etc. Aujourd'hui, on a 12 restaurants en propre. Ouais. Et un restaurant en franchise, ça représente en gros 200 personnes. Ok. Mais pourquoi vous avez fait le choix d'avoir autant de restaurants propres avant de lancer en franchise? Je pense qu'on est vraiment des succursalistes dans l'âme. En fait, c'est le côté
toqué qui revient. T'as envie de garder la main sur ton Ouais, bébé, quoi. voilà, c'est ça. C'est pour être sûr que tout sorte bien, etc. Et vraiment pour garder le contrôle de la marque. Mais voilà, on s'est ouvert à la franchise. On a notre première franchise. C'est ce Lyon ou pas du tout? C'est Reims. Reims. Ok. Reims. Et ça se passe très bien. Donc, petit à petit, tu sais, c'est vraiment genre le chat qui met le doigt dans l'eau. Enfin, on commence à se dire, ah, pourquoi pas. Ça t'intéresse de continuer pour l'instant, de ce que t'en vois? Alors après, je pense aussi qu'on est très bien tombé à Reims parce que le franchisé en question, il est restaurateur, fils de restaurateur, il a d'autres affaires dans le quartier. Limite, il nous apprend la vie, tu Ouais. vois. Donc, Et sur de la promotion interne, par exemple, tu parlais de promotion interne, je sais que sur pas mal des gens en restauration que j'ai interviewé, il y a aussi beaucoup de ça, tu vois, des anciens employés de Pied-Noir qui deviennent eux-mêmes franchisés. Oui. Ça peut t'intéresser. Ah oui, ça c'est le scénario idéal. Ouais. Franchement, oui. Sur, pour continuer sur comment vous avez fait grandir ça, vous avez fait une grosse levée de fonds quand même pour le secteur, 15 millions si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est le tour complet. C'est le package, ouais. Oui. En cash-in dans la boîte, c'était beaucoup moins. Bon, moi j'ai vu le gros chiffre qui fait parler. Mais toujours est-il que c'est quand même un gros chiffre, tu vois, pour de la restauration. C'était quoi l'enjeu derrière? Comment est-ce que ça s'est passé et tout? Bah, c'était d'ouvrir la région. Ouais. Parce que pour l'instant, à l'époque, en tout cas, on n'était que parisiens. Et c'est grâce à cette levée qu'on a pu ouvrir dans les grandes villes. On est à Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, j'en oublie, Strasbourg. Enfin voilà, on a fait les grandes villes. Et en fait, c'est un métier hyper capitalistique. Parce que à chaque fois, tu recrées un lieu, faut acheter le fonds de commerce, faut faire les travaux, faut... Mais ça devient de l'immobilier. au C'est même de titre l'immobilier. ouais, comme disait le film là, Oui. sur, le fondateur. sur The Founder et tout. Exactement. Mais oui, carrément. Mais qu'est-ce que ça change dans votre manière d'opérer? Parce que t'en as plein, ils pètent un câble. Dès qu'ils ont l'argent d'une levée de fonds sur le truc, ils crachent de l'argent de partout, ils ouvrent machin. Vous, est-ce que ça a changé un peu votre manière de faire? Ou ça a juste accéléré? Alors, ce qui est bien, c'est que je crois que le restaurateur, par nature, est radin. Ça fait des années qu'on est dans un délire 1 centime, c'est 1 centime. On va négocier. Enfin, on est un vrai métier de centimier, donc on va négocier le prix du coca. Enfin, vraiment. Donc ça, tu le gardes. En revanche, on a quand même fait des erreurs liées à la vitesse. Donc parce que tu grossis vite, donc très vite, il faut staffer le bureau. Sauf que on a fait des erreurs de casting sur le bureau qu'il a fallu changer. Donc on s'est séparé de personnes, on a re-recruté, etc. Et ça a mis un peu de temps. Et je pense que on a enfin le bureau à mes yeux parfait. Donc je savoure. Non, ouais, on a fait des erreurs, évidemment. Mais c'est ce que j'aime bien, moi, dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce côté montagne russe, tu vois. Très haut et très bas. Et t'es engagé à 100%. Ouais. En fait, c'est vraiment... Je pense que je suis shootée à l'adrénaline de cette vie. Ça, hein. Et... Ça t'apporte beaucoup de... J'ai plus le mot. De dopamine. Mais de ouf. Et j'ai vraiment l'impression de vivre la vie en 4K, tu vois. C'est drôle, ça. Très drôle. Non, mais sur la restauration, il y a un truc que je voulais aborder aussi avec toi, parce que c'est un sujet que j'ai abordé avec quasiment toutes les personnes que j'ai reçues en restauration. Et c'est un truc que moi-même j'ai vu chez plein d'amis qui ont travaillé dans la restauration. Il y a un sujet qui est lié à quand tu recrutes quelqu'un, comment est-ce que tu fais pour qu'il soit impliqué avec toi? Comment tu crées une culture d'entreprise alors même que 3/4 des personnes qui te rejoignent, en tout cas en trop gros guillemets en bas de l'échelle, c'est pour des jobs qui sont potentiellement alimentaires, des jobs étudiants ou autres. Comment est-ce que tu vas aller chercher leur implication, là, ces gens-là? Ouais. C'est une hyper bonne question. D'autant plus que je pense qu'il y a cette espèce de fausse image qui colle à la restauration, qui dit que n'importe qui peut travailler dans la restauration. Et je pense que c'est faux. D'autres encore plus dans la restauration traditionnelle, parce que c'est un métier
hyper difficile, où tu travailles quand les autres ne travaillent pas, où t'es complètement dédié à ton client. En gros, enfin, c'est vraiment un endroit où tu vas courir pour que ton client ne court pas. Enfin, c'est un vrai don de soi. Et tout le monde n'a pas cette fibre du service. Et donc, je pense que beaucoup de choses se jouent au moment du recrutement. Il faut aller trouver ces pépites, tu vois, aller spotter ces personnes, parce que ça existe, des personnes qui aiment l'hospitalité, qui aiment servir les gens, qui trouvent ça hyper gratifiant d'être un rayon de soleil dans la journée de chacune des personnes. Donc ces profils-là existent. Le but du jeu, c'est de les trouver. Et quand tu les trouves, après, chez toi, tu les laisses quasiment faire. Carrément. Pour parler de la vie actuelle de PNY, mais aussi du secteur dans sa manière globale, le burger, c'est mine de rien encore un produit qui est décrié par beaucoup, qui est vu comme de la malbouffe, on va dire les termes. Comment est-ce que vous faites pour changer cette image-là, pour essayer de redorer ça? Parce que je crois que c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur. Ouais. C'est hyper difficile. À chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, tu sais, je dis restauratrice. Et après, évidemment, on me demande, mais c'est quoi et quand je dis que je fais des burgers, j'ai toujours un peu un espèce de pincement, tu sais, je le dis sans le dire. Parce que je sais que dans 90% des cas, les gens, ils vont faire « Ah !» Tu vois, mais il y avoir un peu Mais tout de suite, je dégaine mon Insta, tu vois, je fais « Regarde à quoi ça ressemble !» C'est design et tout. C'est design. Direct. Et non, c'est super difficile. Donc, alors, dans les grandes villes, on commence à connaître le burger premium, et on a été pas mal d'acteurs à le vulgariser, mais je pense que 90% de la population, ça reste le burger McDo. Je suis obligée d'expliquer à chaque fois. Pour garder cette qualité-là, il y a un sujet qui suit par rapport à la levée de fonds dont on a parlé. Il y a un vrai truc où vous voulez garder de la qualité toujours dans votre burger et tout. Mais malheureusement, il y a un peu une dichotomie entre l'investisseur qui veut de la rentabilité rapide, vous qui voulez garder la qualité, le client qui veut un bon burger. Comment vous arrivez à concilier les deux? C'est super difficile. Parfois, la quadrature du cercle, tu vois. Moi, je me rappelle quand on faisait notre roadshow pour justement aller lever des fonds, on était tombé sur un potentiel investisseur qui nous avait dit en premier rendez-vous, genre vraiment on se connaît pas, enfin vraiment premier rendez-vous, on lui raconte PNY, tout ça, et il nous coupe et il nous dit franchement, entre des frites maison ou des frites surgelées, le client il fait pas la différence. Là, t'as du ticket, là. Ah oui, j'ai un peu tiqué. En fait, même pas sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, maintenant, t'as des frites surgelées, enfin, tu sais, d'une technique tellement poussée que c'est peut-être même vrai. Mais, je veux dire, quand tu prends rendez-vous PNY et que t'as fait un minimum de recherche avant, tu vois que les deux gars qui sont derrière sont complètement fous et qu'ils tiennent à faire les choses maison et que tout ça ait du sens, etc. Et donc, tu balances pas ça en premier rendez-vous, quoi. Ceci dit, ça nous a fait gagner du temps parce que du coup, Je savais que t'allais pas aller avec ça. Voilà. Et donc, en fait, l'intérêt du roadshow, ok, on cherche de l'argent, mais on cherchait aussi, enfin, on voulait pas de l'argent de n'importe qui non plus. Donc, en fait, c'est là où c'est difficile parce que quand t'es entrepreneur, t'as souvent une posture basse en mode j'espère que le financier va dire oui, mais je pense qu'il faut réussir, même si c'est difficile, à rester sur un pied d'égalité. C'est je dis oui, mais il dit oui. Enfin, il dit oui, mais je dis oui aussi. Ouais, quoi. C'est un match entre les deux. C'est un match entre les deux. Et il faut pas l'oublier. C'est exactement comme dans un recrutement. C'est, enfin, je dis souvent, la période d'essai, c'est dans les deux sens. Il faut que ça matche des deux côtés, quoi. Et donc, on a quand même éliminé pas mal d'investisseurs comme ça. On sentait que les valeurs n'allaient pas matcher. Et puis, ça nous a permis de peaufiner notre discours. Et je me rappelle, sur la fin, ceux qu'on rencontrait, on disait cash. On
on est à 25% de food cost et on disait, nous, ça sera toujours 25% de food cost parce que tout ce qu'on gagnera par les économies d'échelle, on les réinvestira pour avoir des meilleurs produits encore. Et du coup, ça mettait tout de suite T'as les eu choses claires, quoi. des investisseurs qui, en plus de mettre de l'argent, ont rapporté un petit truc en plus, du conseil, Ouais. etc. Oui, on a de la chance d'être... on a au capital, Adrien de Champré, qui est un des fondateurs de Sushi Shop. Ouais. Alors lui, typiquement, c'est une mine d'or. Ouais. Tu vois. C'est un peu lui qui nous a d'ailleurs convaincus de tester la franchise parce que dans ma tête, Sushi Shop, ça reste une de ces marques qui a réussi à franchiser tout en gardant ce côté très premium dans l'imaginaire des gens. Ouais. Donc voilà, lui, typiquement, c'est ça. C'est l'épisode que j'ai sorti là il y a quelques jours avec Florent Mercier de Pizza Cozy, Oui. où il disait que il prenait comme exemple le gars de Sushi Shop en disant que le gars ouvrait pas tant de Sushi Shop, alors qu'à mon avis, il doit avoir des demandes à l'appel, Oui. justement pour garder cette qualité-là. Sur un article, je me suis noté une quarantaine de restos sur les 5 prochaines années. C'est toujours un chiffre d'actu pour vous ou... Alors, plus du tout. Ouais. En fait, ce chiffre-là date de l'époque où il y a eu le phénomène des dark kitchen. Ok. En gros, tu vois, C'est des trucs en fond, mais t'as pas de devanture. Ouais. Et donc, ça a compté ça, parce qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une véritable... Ouais. Et un donc, truc sur lequel tu comptes plus du tout? Dark Kitchen, non. Okay. Dark Kitchen, non. Je trouve que la livraison s'est normalisée. Et du coup, en se normalisant, là où c'est vraiment game changer, c'est quand c'est fait par le restaurant lui-même. Quand c'est fait par le restaurant lui-même, ça fait vraiment du beurre dans les épinards et du coup, c'est hyper rentable. Et en revanche, quand c'est juste des dark kitchen toutes seules, le problème, c'est qu'il faut atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires qui est assez difficile à atteindre, en tout cas pour notre part, juste en livraison. Parce que nous, on est vraiment, comme j'expliquais, on est vraiment une restauration d'expérience, quoi. La meilleure expérience PNY, ça reste sur place avec le service, le décor. Donc, dans la tête des gens, on est des restaurants qui, de temps en temps, livrent. Tu vois, tu me dis, la vraie expérience PNY, c'est en restaurant. Je vais poser une question, elle est un peu provocatrice, tu m'en veux pas. Vas-y. Est-ce que si je fais livrer un burger PNY, bah d'un coup, c'est un peu un burger un peu comme les autres? Alors, on a essayé... déjà, on a mis longtemps à accepter d'aller en livraison parce que on voulait avoir la même qualité sur place et à la maison, ce qui est pas du tout évident parce que pour que ça arrive chaud, pas brinque-ballé, ça a été des mois de R&D d'emballage, tout un délire. Et puis après, on a réfléchi à comment faire pour continuer malgré tout cette espèce d'expérience PNY à la maison, et on a fait partie de ces premiers, alors aujourd'hui ça paraît normal, mais à l'époque on a fait partie de ces premiers à logoter, tu vois, là où tout le monde mettait tout dans des sacs craft machin et tout, nous on y est allé, on a des sacs roses des boîtes roses, le côté girly, ça. Ouais, c'est ça. Et donc quand ça arrive, t'as vraiment un côté genre unboxing, tu vois. Alors. Mais du coup, est-ce que à l'inverse, et là plutôt pour aller dans ton sens, tu penses que toute l'expérience qu'il y a dans un PNY et tout, quand le fait qu'on se déplace, que ce soit beau à l'intérieur, que tout soit épuré et tout, ça rend le burger meilleur? Ah, bonne question. Je pense que oui. Ouais. Je pense que au final, on est des animaux. Et donc, au bout du bout, et donc tous nos sens sont éveillés et chez PNY, on fait attention à ce qu'il fasse bon dans les restos, que ça sente bon, que ce soit propre, que ça arrive vite, chaud. Enfin, c'est vraiment le tout qui fait que... Souvent, on dit, si ton produit est hyper bon, mais que c'est mal servi, tu vas détester, quoi. Même si c'est bon. Même si c'est bon, bien sûr.
C'est quoi les objectifs là un peu sur les prochaines années? C'est quoi ton rêve là que tu as envie d'accomplir avec PMY sur ce qui arrive? Nous, ce dont on rêve, finalement, c'est notre rêve de départ, c'est de créer cette espèce de marque hyper culte. Parce qu'au départ, c'était vraiment ça. C'était genre faire enfin, cette fameuse copie parfaite qui fasse venir donc tout Paris et donc par extension le monde à nous. Et c'est continuer ça. Moi, je rêverais que genre le Tarantino du futur demande à John Travolta du futur de bouffer un PNY, tu vois. Et t'as envie qu'il y en ait... t'as envie que vous en ouvriez beaucoup là prochainement en France? T'as envie de développer vraiment ou... On n'a jamais été des méga développeurs avec Rudy. D'ailleurs, chaque restaurant est différent. Sur chaque restaurant, d'ailleurs c'est Rudy qui les dessine, et il y met toute son âme à chaque fois. Et donc, on est plus à essayer d'ouvrir des écrins, un par un, des trucs hyper beaux, avec une équipe qu'on a fait monter. Donc on est plus dans cette logique-là que d'en ouvrir tout plein. Ouais, donc vous êtes... la comparaison est peut-être un peu malvenue, mais vous êtes quand même à la lignée entre une franchise et de la bistronomie, ce genre de choses quand même. Ouais. Ok. Trop intéressant. L'international, ça vous parle un jour? Ah bah oui. Ouais. C'est un truc qui te ferait kiffer? Bah ouais, à parce New York, que... du coup. Alors, tu dis Los Angeles, je suis là en mode bon. New York, évidemment. Après, Adrien de Sushi Shop nous dit n'y allez pas. N'y allez pas parce que t'as beaucoup plus de gens qui se sont plantés en essayant d'aller à l'étranger que l'inverse. Je pense qu'il faut déjà que notre base soit encore plus solide avant de... Mais c'est sûr que ça serait ouf de faire le vol retour. Extraordinaire. Graphie, on arrive à la fin de l'émission avec le fameux jeu dont on a parlé tout à l'heure. Donc le jeu du newbie, quelques questions un peu comme si j'étais un enfant, provocatrice et naïve surtout. Donc tu me réponds comme si j'étais très jeune. D'accord. La première question étant, pourquoi ton burger coûte plus cher que celui de McDo? Parce que je suis allée chercher les meilleurs ingrédients possibles. Qui dit meilleurs ingrédients, ça veut dire laisser le temps au temps. Et on dit que le temps, c'est de l'argent. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux être écolo et vendre des burgers au bœuf? Très bonne question. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va, toujours dans cette histoire de rendre la copie parfaite, on s'est dit que les gens allaient de toute façon continuer à manger des burgers, que c'est pas demain qu'ils allaient arrêter. Ouais. Et donc déjà leur rendre accessible le burger végétarien dès le départ, le burger vegan qui arrivait très vite. Et ensuite, sur chaque ingrédient, essayer de faire de la façon la plus propre possible. C'est quoi le mythe sur la restauration que tu aimerais rétablir? Je pense celui que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que tout le monde ne peut pas exercer ce métier. Vas-y, t'inquiète. Ouais. Je pense que tout le monde ne peut pas exercer ce métier et donc le revaloriser. En vrai, c'est un vrai métier et je trouve ça si beau, un serveur qui sert, qui... à l'ancienne, tu sais, il découpait la volaille à table. Faudrait réhabiliter tout ça. C'est quoi le pire commentaire client que tu as lu? Oh là là. On en a eu tellement. Je pense que les commentaires qui me touchent le plus, ça va être
Évidemment, on a eu des commentaires, c'est trop cher, machin, nanana, on a trop attendu, etc. Mais ça va être les commentaires qui vont cibler le staff. Et ça, je trouve ça super difficile parce que les clients oublient que c'est des gens en face et que c'est des gens qui servent 200, 300, 400 personnes par jour et que c'est normal que des fois, il y ait des loupés. Et d'oublier ça, je trouve ça très difficile. Si tu devais enlever un ingrédient à tous les burgers en France, toutes enseignes confondues, parce que c'est éclaté, ça serait quoi? Le sésame sur les buns. Unpopular opinion, là, pourquoi? C'est clair, je sais pas. C'est difficile comme question. Bah, pas les ciboulettes, déjà, on a compris. Ouais. Oh non, la ciboulette, on met ça sur des frites. Vraiment Ouais. n'importe quoi. Non, alors attends. Non, parce que j'ai réfléchi à un ingrédient qui a partout, mais pas chez nous. Parce que tu trouves que ça sert à rien. Parce qu'en fait, on a voulu se démarquer au départ. Mm. Donc au départ, on voulait vraiment avoir le pain à la française, enfin ce côté très rond, lisse, avec, tu sais, le nom m'échappe. Comme sur une baguette de pain, il y a le trait. Ok, ouais. J'ai pas le mot, mais oui. Ouais, il y a Chouette. un nom pour ça, mais Ils doivent tous l'avoir, mais bon. ouais, c'est ça. Vous nous le direz en commentaire. Ok, je capte. Je capte. Et la dernière, en voyant ton parcours, si tu repartais à HEC aujourd'hui, est-ce que tu ferais différemment? Je pense que j'ai pas assez profité d'HEC. J'étais tellement focus sur le fait de me lancer dans la vie active et d'y aller. Et, d'ailleurs, avec Rudy, on bosse sur Pied-Noir et on est encore à l'école, quoi. Et j'aimerais beaucoup plus en profiter, beaucoup plus avoir en tête que tout ce qui s'y passe va me servir plus tard. Et que c'est pas genre une obligation à passer. Alors, si t'as regardé l'épisode avec Valorant, normalement tu sais que j'ai une question de fin d'épisode. En l'occurrence, aujourd'hui, on va pas la faire. Même si t'as préparé. Parce que durant notre échange, il y a un truc qui m'a un peu marqué. C'est sur tes parents. Que tu veux les rendre fiers et tout. Est-ce que tu penses que tu les rends fiers aujourd'hui? Je pense que oui. Et encore une fois, j'ai de la chance d'avoir des parents aimants et expressifs. Donc ils me le disent. Et pour en parler autour de moi, je sais que c'est pas toujours le cas. Les parents ne le disent pas forcément à leurs enfants. Et bah tiens, je vais profiter du podcast. Si vous êtes parents, dites-le à vos enfants parce que franchement, ça décuple le moteur. Et toi, est-ce que t'es fier de toi? Ah ça, c'est plus difficile, ça. Bah, je sais. C'est plus difficile. Est-ce que je suis fière de moi? Je vais faire une pirouette. Je vais te dire, je suis fière des gars. Et ça, c'est la facilité. Ouais. Fière de moi. Peut-être faut me laisser encore quelques années, je pense, pour y arriver. Ok, ça c'est encore de l'humilité, il faut dire oui directement à ce genre de questions. Mais c'est pas grave, on te laissera quelques années, tu C'est reviens ça. dans le podcast et Voilà. tu nous diras. C'est ça. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Graphiste, c'était trop bien. Merci à toi. J'ai beaucoup apprécié. Toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez jamais testé Pied-Noir, je vous encourage à y aller, à suivre le compte Insta qui partage beaucoup aussi. Et à vous abonner aussi, parce que là je fais ma pub, mais pour moi-même. Merci beaucoup Graphie. Merci. Au top.